voici dans l'hémicycle du Sénat, lieu sacré de la démocratie, champ de bataille politique. Olivier Duhamel, est-ce que ce lieu vous suggère des réflexions, vous, en tant que politologue? La souveraineté du peuple s'exprime par les élections. Dans toutes les démocraties, quelles qu'elles soient, il existe un Parlement. Et le Parlement, ou au moins une chambre du Parlement, est élu directement par le peuple. C'est la façon moderne de traduire le principe de la souveraineté du peuple, que ceux qui font les lois sont choisis par le peuple. Je suis d'accord, mais dans cette confrontation des points de vue, il existe des partis politiques. Pour nous, ça va de soi. Élections, partis, ce sont des institutions fondamentales de la démocratie. Ce n'était pourtant pas toujours le cas. Je dirais que les choses ont changé à la fois pour des raisons intellectuelles et puis pour des raisons historiques, pratiques, concrètes. Les raisons intellectuelles, c'est qu'à l'origine, les révolutionnaires avaient une très grande méfiance à l'encontre des partis. Ils avaient une vision unanimiste, idéaliste de la démocratie. Ensuite, on a été plus réaliste. On a compris que la démocratie, c'était aussi l'organisation des conflits, des contradictions, des rivalités d'intérêts, des différences idéologiques. Et puis, la raison pratique, ça a été l'extension du suffrage universel. Nous allons donc consulter deux spécialistes éminents, Giovanni Sartori, professeur à l'Université de Columbia à New York, et Olivier Duhamel lui-même. Il est professeur à l'Université de Paris 1, aux Sciences Po. Il est auteur de plusieurs livres importants sur les luttes politiques sous la Ve République. Je vois en Olivier Duhamel un très beau spécimen de cette race très française, l'intellectuel engagé. À vous donc la parole, Olivier Duhamel. La démocratie, c'est d'abord les élections libres. Toutes les définitions de la démocratie passent par ce principe du suffrage universel, de la liberté des élections. C'est un principe révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle. Tout d'un coup, les hommes décident que c'est eux qui choisiront leurs gouvernants. Les hommes décident que la façon d'être gouverné doit être décidée par tous et que ceux qui vont commander vont être choisis par ceux qui obéissent. C'est une subversion incroyable. Le pouvoir venait d'en haut, le pouvoir venait de Dieu, le pouvoir était donné sans limite de temps, le pouvoir était héréditaire, et tout d'un coup, le pouvoir va venir d'en bas. Le pouvoir va être donné pour une période limitée. Dans aucune de nos autres conditions, nous n'avons ce pouvoir incroyable. L'enfant ne choisit pas ses parents auxquels il doit obéir. L'écolier ne choisit pas le professeur auquel il doit obéir. Le salarié ne choisit pas le patron auquel il doit obéir. Et il y a un espace, l'espace politique, l'espace public, dans lequel les citoyens vont décider eux-mêmes de qui gouverne et ne vont donner ce pouvoir de gouverner que pour un temps limité et pour un temps fixé à l'avance. Et dans ce choix, chacun vaut chacun. Le plus pauvre a la même valeur que le plus riche. Le plus ignorant a la même valeur que le prix Nobel de physique. Chaque être humain se vaut. Et c'est cela qu'exprime le principe des élections libres. Cette idée du suffrage universel est tellement audacieuse que finalement, elle est beaucoup plus laborieuse à appliquer qu'on ne croit. D'abord, les révolutionnaires qui la proclament ne l'appliquent pas. Ils ne l'appliquent pas aux domestiques, ils ne l'appliquent pas aux femmes. Pendant longtemps, même au XIXe siècle, il y a des conditions de cens, c'est-à-dire d'impôts à payer pour bénéficier du droit de suffrage. Il faut attendre le début du XXe siècle. Dans les démocraties, dans les pays qui se réclament de l'égalité de droit, il faut attendre le début du XXe siècle pour qu'on le donne aux femmes, et même en France, quand on y pense, 1945. Aux États-Unis, il faut attendre 1964, avec l'abolition des taxations comme condition de vote. I ask the American people for a mandate to begin. Donc les démocraties ont du mal à aller jusqu'au bout de leur logique et de leurs principes.
Et puis je dirais, quand les démocraties naissent aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, elles ont encore du mal. Regardez l'incroyable révolte populaire qu'il a fallu en Serbie pour qu'après 3 mois de manifestations quotidiennes, on obtienne quoi? Que le résultat exact des élections soit enfin rétabli. Ça prouve que décidément cette affaire-là ne va pas de soi. Il ne suffit donc pas de proclamer le principe du suffrage universel. Il faut encore que le vote soit régulier, que le vote soit libre, que le vote soit égal. Et la régularité du vote, c'est une chose qui ne va pas de soi. Les fraudes électorales, même dans les démocraties, ont été pratiquées très longtemps. L'outre-mer, pour la France, a été un secteur privilégié de manipulation de l'élection. Des municipalités puissantes, dominées par un parti plus fort que les autres, ont pratiqué longtemps la fraude. Pour que le vote soit régulier, il faut toute une technologie. Il faut un isoloir pour qu'on ne puisse pas surveiller votre vote. Et pendant très longtemps, on a refusé l'isoloir. Il faut une pluralité de gens autour de la table du scrutin pour surveiller que personne ne triche. Il faut des urnes transparentes, et ça a mis très longtemps à être appliqué, les urnes transparentes, pour qu'on ne falsifie pas les bulletins. Il faut que le dépouillement soit fait sous surveillance et de façon contradictoire. Il faut qu'il y ait un juge indépendant qui puisse venir sanctionner les fraudes. Donc tout ce que nous faisons très naturellement, nous ne pouvons le faire vraiment librement et régulièrement que si toute une organisation, parfois un peu invisible, mais très très efficace, est mise en place. Il faut aussi que l'accès aux candidatures soit ouvert. Donc que l'éligibilité soit très large. Il faut réfléchir à l'extension du droit de vote. C'est une question qui n'est pas terminée. Parfois en France, aujourd'hui, et dans quelques autres pays, il y a des débats sur ce qu'on appelle, d'une façon très très malencontreuse, le droit de vote des immigrés. Il n'est pas question de ne pas reconnaître le droit de vote des immigrés quand ils sont devenus français. Donc la vraie question, c'est le droit de vote des étrangers. Le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Est-ce qu'il serait normal ou non que des étrangers résidant en France puissent voter aux élections locales? Nous sommes tellement en retard sur ce vocabulaire démocratique que nous ne sommes même pas capables de nommer le problème comme il convient, le droit de vote des résidents étrangers. Bref, la question de la régularité du droit de vote mérite encore protection. La question de l'ouverture du droit de vote est loin d'être définitivement réglée. Non, si ça perçoit pas. Ah bon? Alors c'est pas à voter. Vient ensuite la campagne électorale. Et la campagne électorale soulève, elle aussi, des questions bien compliquées et qui ne vont pas de soi. La propagande, l'information des citoyens. Comment est-ce qu'on organise la propagande officielle des temps de parole pour les candidats? En France, nous avons adopté une conception complètement égalitaire. C'est d'ailleurs le général de Gaulle qui l'a fait. Il a dit qu'il faut que chaque candidat ait exactement le même temps. Et on a eu cette chose incroyable qu'un petit monsieur original, un peu anarchiste, qui s'appelait Marcel Barbu, avait le droit de parler exactement autant que l'immense personnage qui était le général de Gaulle. Mon général, je suis un homme libre, entouré d'hommes libres. Ni moi, ni mes amis ne sommes des anti-quoi que ce soit, je l'ai déjà dit, pas même des anti-gaullistes. Comme vous, je pense qu'aucun homme, qu'aucune équipe n'est prête à vous succéder. Pas même parmi les vôtres. Je vous supplie donc de bien vouloir me recevoir et m'entendre le plus tôt possible. Je dis les temps de parole comme à la fin de chacune des parties, 53-40 pour François Mitterrand, 52-17 pour Jacques Chirac. Aux États-Unis, on a une conception différente. On accepte la publicité politique. Et la publicité politique, même négative. Donc la campagne électorale devient d'abord contrôlée par l'argent, parce que la publicité, ça coûte cher, et ensuite l'occasion de dénigrer les gens. Bon, est-ce que c'est bien, parce que c'est la liberté? Est-ce que c'est mal, parce que c'est une façon de dévoyer le débat politique, et parce que c'est une rupture de l'égalité? Voilà un vrai débat. Autre problème, derrière celui-là, l'argent des élections. Les élections coûtent de plus en plus cher. Il faut de plus en plus d'argent. L'argent introduit une incroyable inégalité entre les candidats. Comment est-ce qu'on peut résoudre cela? D'abord, en plafonnant les dépenses, c'est-à-dire en fixant un maximum de dépenses par élection.
Parce que si les gens ont trop d'argent à dépenser, ce sera une source de corruption et une source d'inégalité. Ensuite, en organisant un financement public. Les électeurs n'aiment pas ça, mais les électeurs ont tort. Le citoyen doit demander à l'État de donner plus d'argent pour les campagnes, car c'est la seule façon que les choses se passent de manière à peu près égale et de manière à peu près propre. Enfin, dans une conception plus exigeante de la liberté de la campagne, il faut qu'on ait une campagne intelligente, il faut qu'on ait une campagne qui permette l'échange des arguments, et pas une campagne qui soit tout spectacle, qui soit tout match de boxe entre les candidats. Alors on ne sait jamais, si ça se passe mal, comme on veut éviter des traumatismes ou des coups, il y aura les gants pour l'un ou l'autre, et puis un casque, si ça se passe mal, vous pouvez les utiliser. Il n'y avait plus qu'une seule couleur, c'est le rouge. Seulement. Oui, oui. Ah, on ne les garde pas? Non, 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 on les rend demain. Pas de cadeaux et pas de corruption. Oui, regardez, dans ce truc, voilà. Est-ce que vous allez les utiliser à votre avis ou pas? Non, nous ne les avons pas utilisés, nous n'en avons pas besoin, mais je les aurais acceptés si on m'en avait fait cadeau. Je vois que la générosité d'Antenne 2 ne va pas jusque-là. Non, c'était uniquement un petit effet de tribune. Parce qu'il y a là entre les hommes politiques et nous, Bernard Tapie, donc intention également pacifique? C'est sérieux la politique. On oppose souvent deux grands modes de scrutin. Le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle. Ça aide à comprendre les choses. Dans la représentation proportionnelle, on dit que chaque parti a droit à autant d'élus qu'il a obtenu de voix. Et c'est une conception, dans le fond, très pluraliste de la représentation. La représentation doit traduire la diversité politique. Dans le scrutin majoritaire, c'est autre chose. On décide que la personne qui a obtenu la majorité absolue ou est arrivée en tête au deuxième tour, si c'est à 2 tours, est élu. Et puis, comme c'est un vote circonscription par circonscription, au total se dégage en général une majorité à l'Assemblée. Et là, l'avantage, c'est que ce sont les électeurs qui choisissent la majorité. Et puis l'inconvénient, c'est qu'on a des déformations dans la représentation. Donc si on pense que l'élection doit former une majorité et que le peuple doit avoir ce pouvoir, il faut un scrutin majoritaire. Si on pense que l'élection doit traduire la diversité, il faut un scrutin proportionnel. Et puis on peut marier les deux, et puis on peut avoir une chambre élue d'une façon et l'autre de l'autre. Tout dépend de la conception que l'on a de la démocratie et du rôle que l'on veut donner aux partis politiques. Des élections aux partis, la liaison nous paraît aujourd'hui évidente, mais ce n'était pas toujours le cas. Et d'ailleurs, les partis changent, ils évoluent. Et maintenant que les médias sont en train de dominer le champ politique, il se peut que nous allons assister à une transformation des partis politiques. Nous allons poser des questions concernant ces changements à Giovanni Sartori. C'est un Florentin qui est devenu professeur à l'Université de Columbia à New York, grand spécialiste des questions des partis et aussi de la théorie démocratique, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages. Les partis sont des entités relativement récentes. Le terme de parti, dans son acceptation politique, n'est pas apparu avant le début du XVIIIe siècle. Et le premier ouvrage qui emploie le mot dans son titre est la dissertation sur les partis de Bolingbroke en 1733. Quoi qu'il en soit, avec Bolingbroke, la distinction entre parti et faction n'est pas encore établie. Et l'auteur qui a le premier saisi cette importante différence est Burke, dans Pensées sur les raisons du mécontentement actuel en 1770. C'est là que Burke nous donne une définition très claire de ce qu'est un parti. Le parti est un ensemble d'hommes unis pour promouvoir par leurs efforts communs l'intérêt national, en s'appuyant sur des principes spécifiques auxquels ils croient tous, alors que les factions ne sont que, et je le cite encore,
la lutte perfide et intéressée pour une place et un émolument. Même à l'époque, cela a pris du temps pour établir la différence. Par exemple, pendant la Révolution française, Saint-Just déclara carrément « Tout parti est criminel ». Ainsi, toute faction est criminelle. Donc, pour Saint-Just, il n'y avait aucune différence. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Washington n'était pas aussi radical, mais confondait quand même factions et partis. Bien sûr, à long terme, la différence apparut dans les faits. C'est-à-dire que pour ce qui concerne les factions, leurs leaders ne sont pas élus, et les représentants des partis doivent l'être. Donc, la différence vient des élections. Malgré cela, les partis peuvent se conduire si mal qu'ils en viennent à ressembler à des factions. Nous n'appartenons à personne. Aucune préoccupation de plaire ou de déplaire, de ménager celui-ci, de satisfaire celui-là, ne guide nos décisions. Revêtus de cette puissance, entraînés par le peuple lui-même, inspirés par la tradition, tendus vers l'avenir, nous sommes vraiment la grande collectivité de laquelle s'élève la voix de la sincérité, de la fraternité, de l'honneur. Les partis sont la structure unificatrice par excellence. Le débat se tisse autour de ce point. Alors que les groupes d'intérêt communs, les syndicats et autres entités similaires affirment clairement des intérêts, les partis sont censés regrouper ces intérêts. Et donc la question est, qui d'autre peut regrouper les intérêts? Et la réponse est, personne d'autre. Bien sûr, les partis peuvent connaître des dysfonctionnements. Il se peut qu'ils regroupent des intérêts de façon inadéquate, mauvaise ou impropre. Mais dans ce cas, il nous faut les guérir, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de les tuer. Car si le rassemblement des intérêts n'est pas effectué par les partis, les antipartis sont incapables de nous dire qui peut assumer cette fonction. Malgré l'énorme tapage qui est fait autour de la crise des partis, si l'on considère bien les faits, on constate que le problème n'est pas aussi sérieux que semble le montrer la littérature populaire. Par exemple, l'un des signes de la crise des partis est la chute du nombre des adhésions. I think that in the past, for instance, in Italy, for about 40 years. Je pense que par le passé, en Italie par exemple, le Parti communiste comptait un grand nombre d'adhérents. Et le Parti démocrate chrétien comptait très peu de membres. And you know, the DC won all the elections handsomely. Comme vous le savez, les démocrates chrétiens gagnaient toutes les élections haut la main. Donc le simple fait de compter un grand nombre de membres loyaux est loin d'être suffisant et de plus perd de son importance avec la télévision. Parce que dès qu'il s'agit de vidéopolitique, de politique télévisuelle, c'est le médium qui est signifiant. Le comportement télévisuel, le temps d'antenne du parti, les spots, etc., sont beaucoup plus efficaces que le porte-à-porte du bon vieux temps. Bernard Tapie sûr de lui et de ses supporters, succès obligé quand il entre en scène. Ça combien? Allez, on y va. Bernard Tapie ovationné, Bernard Tapie pressé par les radicaux de se déclarer candidat. Depuis des semaines, Jean-François Horry le répète sur tous les tons, le score des européennes oblige Bernard Tapie à porter les couleurs radicales à la présidentielle.
if it is true that traditional parties are really holding better than suspected, it is equally true that new kinds of parties. S'il est vrai que les partis traditionnels s'en sortent bien mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre, il est aussi vrai que de nouveaux genres de partis font leur apparition. Il y a par exemple des partis à objectif unique, tels que les Verts. Les partis protestataires prolifèrent. Ainsi, il y a souvent des partis anti-impôts, mais également maintenant des partis anti-immigration. Il peut également y avoir des partis régionaux. Si les partis traditionnels survivent, c'est aux dépens de leur taille. Tout simplement parce que les partis traditionnels s'appelaient des organisations de masse. Ils avaient développé une bureaucratie énorme à l'image de leur présence régionale. Mais avec la politique télévisuelle, ce n'est plus nécessaire. Il est clair que les partis traditionnels entrent dans une ère d'un nouveau genre de compétition, et pas seulement dans le cadre de la compétition avec les nouveaux types de partis. On one side is the former Prime Minister Silvio Berlusconi. The billionaire media tycoon is hoping to make a political comeback with his centre-right coalition, which is dominated by the neo-fascist National Alliance. Well, clearly, Il est clair que les antipartistes, si j'ose dire, vont essayer de rendre l'instrument obsolète et inopérant. Et pour ce faire, ils vont avoir recours aux référendums incessants, aux élections directes, aux primaires au sein des grands partis, etc., etc. Pour finir, quel est le bilan? Nous sommes en présence ici de deux facteurs affectant l'avenir du système des partis. Le premier est, je dois le répéter, la politique télévisuelle. La politique télévisuelle affecte les partis et affecte la politique. Et le second facteur est bien sûr le déclin de l'idéologie. Mais nous sommes sûrement moins concernés par l'idéologie que nous ne l'étions il y a une vingtaine d'années. Et ces deux facteurs sont de formidables facteurs et affecteront sans aucun doute le système des partis et les partis eux-mêmes. Si la compétition idéologique est moindre, quel type de compétition allons-nous avoir plus tard? Il s'agira sûrement de quelque chose de plus pragmatique. Les idéaux sont morts. Et donc, il se peut que l'on assiste à un combat beaucoup plus dur. Mais certains partis doivent se faire à l'idée qu'ils devront s'affronter différemment. Dépénalisons l'usage du cannabis. Arrêtons de traiter les toxicomanes comme des délinquants. Offrons-leur un véritable accompagnement social et médical pour les protéger et pour casser les trafics mafieux. Et je crois que nous devrions toujours dire que sans les partis, ce ne serait pas mieux, mais pire. Pas de démocratie sans parti, pas de démocratie sans toute une technologie des élections, des techniques de votation. Cela me semble passablement compliqué. Est-ce que notre démocratie est devenue tellement compliquée qu'elle nous dépasse en quelque sorte? Oui, c'est un peu le risque. Nous verrons dans une prochaine émission qu'il n'y a pas que les élections et les partis, qu'il y a aussi des formes d'expression directe du choix populaire, et par exemple par les référendums. Mais quand même, si on réussit, rêvons, à faire comprendre aux jeunes qu'il est important de s'inscrire sur les listes électorales, à faire comprendre aux citoyens que la critique des partis est aisée, mais que les partis sont des institutions nécessaires, vitales pour la démocratie, alors je pense que nous n'aurons pas labouré la mer.